Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, vous êtes prof à Subdeco, à ESCP, et vous êtes aussi le directeur de la revue Sociétale, qui est une magnifique revue dont la lecture est vivement recommandée à tout le monde, comme la lecture de l'opinion, puisque vous êtes un des chroniqueurs de l'opinion, ce qui naturellement enrichit largement le journal. Hélène Valade, vous êtes quelqu'un qui fait dans le RES, vous êtes la RES, pardon, vous êtes l'ancienne dirigeante de l'IFOP, une des anciennes dirigeantes de l'IFOP et de TNS Sofres. Vous avez donc travaillé sur cette matière première et la mesure de ses desiderata ou de ses convictions. Et vous êtes chez Suez Environnement à l'époque, Suez aujourd'hui depuis 2005. Vous êtes aujourd'hui la directrice du développement durable de Suez et vous êtes aussi administratrice de l'ORS, présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Thibault Langsade, vous êtes le patron de Jouve et Associés, un très gros, probablement un des plus gros cabinets de chasse de tête en France. Pas du tout, justement, alors voilà. Et donc pas du tout ça. Et donc vous êtes quand même le président de Jouve et vous êtes chef d'entreprise. Et vous avez été très longtemps le numéro 2 du... Enfin très longtemps, oui, assez longtemps le numéro 2 du MEDEF. Vous avez représenté une partie, j'allais dire, des entreprises moyennes au sein du MEDEF et vous avez été extrêmement actif dans cette organisation. Vous étiez un des très proches de Pierre Gattaz. Vous avez quitté cette fonction aujourd'hui. Et par ailleurs, alors je sais pas, il y a une fascination, je pense, de l'AMRAE pour les chefs d'état-major, puisque vous êtes le fils d'un des chefs d'état-major d'un président de la République, puis des armées, qui avait précédé de peu le général Bentéja, qui était là tout à l'heure. Vous êtes le fils de l'amiral Jacques Langsade, qui a été un des grands militaires, qui est un des grands militaires français. Voilà, et Robert Leblanc, qui est à côté de moi. Robert Leblanc est le patron de AON France et Middle East Africa. Vous êtes un des intervenants essentiels dans l'univers de l'assurance et des courtiers. Vous êtes aussi le coprésident fondateur de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance. Et vous êtes un ancien d'AXA et vous avez été chez CIACI, aujourd'hui CIACI Saint-Honoré. Voilà. Avec vous, on va parler d'entreprise, de la transformation de l'entreprise. Mais avant ça, je vous demande d'accueillir avec moi Raphaël Enthoven, qui va nous rejoindre sur scène. Raphaël Enthoven, que vous connaissez, qui est bien sûr philosophe, enseignant, un de ceux qui fait le plus pour rendre accessible, je ne dis pas vulgariser, parce que vulgariser, nous les journalistes, nous n'aimons pas vulgariser les choses, en tout cas on n'aime pas dire qu'on vulgarise, quelqu'un dont la pensée est claire, en deux mots et en un seul, elle est claire et elle est claire, quelqu'un qui manie des concepts compliqués avec une facilité d'exposition que beaucoup de journalistes devraient lui envier, on peut dire ça comme ça. On va parler, bien sûr, de notions qui sont au cœur de l'assurance et de ces notions de risque. Le risque, c'est sûrement une notion que le philosophe adore. Le risque, la prise de risque, la sécurité, l'insécurité, la prudence, l'imprudence, la peur. Et parler de risque devant des assureurs. Et voilà. C'est votre risque à vous. C'est mon risque à moi, effectivement. Merci d'abord, Nicolas, de cet accueil. Bonjour à tous. Et merci de cette nuance liminaire sur la vulgarisation. Effectivement, l'enjeu n'est pas de vulgariser. Quand vous vulgarisez, ça veut dire que vous tenez le destinataire pour vulgaire. Donc, pas du tout. L'enjeu, c'est de s'élever à la hauteur de la personne à qui on s'adresse et non pas de se pencher sur lui. Je suis venu vous parler d'un paradoxe tout simple que je voudrais un tout petit peu exposer et qui peut peut-être servir de un des fils conducteurs de la discussion qu'on aura ensuite, qui est l'imprudence absolue qu'il y aurait à être prudent. Voilà, l'imprudence de la prudence. Ce que je veux dire ici, c'est que la prudence est un danger supérieur, j'en perds mon stylo, est un danger supérieur au risque lui-même. La pusillanimité est plus dangereuse que l'audace. C'est ça que je suis venu vous raconter. Au sens où il ne suffit pas de mettre la tête dans le sable pour empêcher le train d'arriver, si vous voulez. Quand on met la tête dans le sable, on donne juste au visage les contours temporaires d'un cul d'autruche. Mais pour le reste, rien ne change, le train arrive quand même. Et face au monde comme il devient, c'est-à-dire face aux terreurs qu'inspirent des nouvelles mobilités dont on va parler, la tentation est grande de mettre la tête dans le sable, à la façon, vous savez, quand on est prof, on connaît ça, d'un élève un peu filou qui, espérant que la question ne tombe pas sur lui, se replie un peu sur sa chaise, alors qu'un prof qui voit tout, évidemment, c'est celui-là qui l'interroge en premier.
Donc, rien n'est plus imprudent que d'être prudent. Je veux faire un détour par la politique parce que cette considération concerne naturellement les entreprises, mais ça, je laisse mes camarades en parler mieux que moi, mais ça concerne surtout toute la société. Je veux ici faire un sort à l'expression très rapidement, ne pas jeter de l'huile sur le feu, qui est la formule même de la prudence, et qui est la formule la plus dangereuse qui soit. C'est la formule du pyromane lui-même, ne pas jeter de l'huile sur le feu. C'est la même peur de l'huile sur le feu qui suppliait les auteurs de Charlie Hebdo de ne pas publier les caricatures du prophète, qui permettait au nom de la raison d'offrir les Sudètes à Hitler ou bien la Crimée à Poutine, avec chaque fois le sentiment qu'on évite la guerre. Ne pas jeter de l'huile sur le feu, c'est en général le mantra des politiques qui se donnent un air de pondération quand ils disent ça, alors qu'en réalité, il est dans la position de celui qui s'en lave les mains. C'est une façon d'avoir peur et de donner à sa trouille les contours flatteurs de la pondération. Et du coup, on dit toujours, c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce contexte qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Vous savez, on dit toujours « Ah, c'est pas le moment ». Au moment de la question de savoir si on allait publier les pamphlets de Céline, les pamphlets incroyablement antisémites de Céline, les gens disaient « c'est pas le moment » avec le retour d'antisémitisme. Mais enfin, pardon, quelqu'un qui vous dit « c'est pas le moment de faire quelque chose » aura toujours une raison de vous le dire. Quiconque vous dit « c'est pas le moment maintenant » trouvera toujours dans le monde suffisamment de raisons pour dire que ça n'est pas le moment. Donc quand on dit « c'est pas le moment », on vous vend comme une mesure temporaire, une mesure éternelle. Qui dit « c'est pas le moment de faire ça en ce moment » trouvera toujours une raison de vous dire la même chose. Donc, encore une fois, il est moins dangereux de se demander comment on arrête la course d'un train fou que de mettre la tête dans le sable. Donc, le premier paradoxe que je veux poser ici, c'est que ça n'est pas la morale qui condamne la prudence. Ce n'est pas au nom de la morale qu'il faudrait condamner la prudence ou la pusillanimité. C'est la prudence elle-même qui condamne la prudence. C'est pas prudent d'être prudent. Ne pas s'exposer, c'est mourir. Ne pas jouer le jeu, c'est être un pion. Ne pas se battre, c'est perdre. Et ne pas s'engager, c'est encore s'engager, mais pour celui qu'on déteste. C'est la raison pour laquelle, deuxième point, et je serai très bref là-dessus, il me semble utile, pertinent peut-être, de substituer au conseil de prudence qui n'engage jamais ceux qui les donnent, une éthique de la confiance, c'est-à-dire une éthique du risque. Une éthique du risque, du vrai risque. La confiance, c'est le contraire du contrat de confiance, si vous voulez. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un dont le comportement est garanti par la loi. On n'est pas dans la confiance à ce moment-là. Le contrat de confiance, c'est un contrat de défiance. Donc, si la confiance est contractuelle, ça n'est plus la confiance. Et c'est tout le paradoxe de la confiance, elle est le synonyme du risque. Elle a besoin d'une absence de filet. Il y a toujours un moment où il faut savoir tendre la main en ignorance de cause. Et la confiance est là, elle est dans cette démarche-là, dans ce geste-là. Et ce qui se joue là est très important parce que, pour 3 points, 3 raisons. Le premier point, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, la confiance ne dépend que de soi. C'est un décret, on ne la reçoit pas, la confiance, ou elle n'est pas garantie par la loi. Elle ne dépend que de soi. À la limite, c'est une disposition du caractère. Alors, l'inconvénient, naturellement, c'est que, d'une certaine manière, le monde entier n'en décide pas. L'avantage, c'est qu'un homme qui décide, personne qui décide d'avoir confiance, d'une certaine manière, est l'unique artisan de la confiance qu'il peut avoir en lui-même. Ça, c'est le premier point. Et pour les stoïciens, c'est le début de la liberté. La liberté commence à l'instant où on ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de soi. Il ne dépend pas de vous qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, mais il dépend de vous d'adopter en confiance le comportement qui convient à des données météorologiques dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la confiance, me semble-t-il, est un risque dont l'une des vertus est de convertir le monde à l'indulgence. Et je veux ici raconter une toute petite anecdote qu'on trouve dans Harry Potter. Ceux d'entre vous qui ont des enfants connaissent cette histoire. Vous savez, dans Harry Potter, le meilleur ami de Harry s'appelle Ron, et il est un sorcier très puissant comme Harry, mais il est un peu maladroit avec les filles. Et il y a une fille à qui il veut plaire. Et donc il est embêté, il ne sait pas comment faire pour lui plaire. Et il se trouve que c'est le jour où il y a un match de Quidditch, vous savez, cette espèce de rugby qui se joue sur des balais. Et donc... il n'est pas très doué, et Harry Potter, qui est un génie des potions, lui dit « T'inquiète pas, j'ai une potion, le Felix Felicis, t'en bois quelques gouttes et soudain, le monde est bienveillant envers toi. » « Ah bon, lui dit-il, oui, c'est génial, si tu bois quelques gouttes de ça, tu passes un entretien d'embauche, immédiatement le DRH te donne sa place, tu bois quelques gouttes de ça, tu joues au loto, c'est magnifique, tu te présentes à la présidentielle, t'es Macron, enfin bref. Le Felix Felicis, c'est le liquide, l'idée géniale, c'est le liquide qui, quand on l'ingère, convertit le monde à l'indulgence envers soi. Et donc, il lui met quelques gouttes de son truc. Et
Ron est sublime sur le terrain, sublime, magnifique, il n'a jamais joué comme ça, il est porté en triomphe, il fait gagner son équipe, il emballe la fille, tout va bien. Et le lendemain matin, saisi de remords, il va voir Harry Potter, il lui dit « Bon, on a quand même triché ». Et l'autre lui dit « Mais pas du tout, j'ai mis du thé dans ton thé. J'avais pas mis du Félix, Félicis ». Et c'est ça qui est très fort. C'est que, et c'est le deuxième point sur lequel j'insiste, le don de la confiance. Je veux dire, la confiance dépend tellement de l'individu lui-même qu'il arrive qu'on la reçoive sur la base d'un mensonge. Un mensonge, un pieux mensonge est parfois de nature à vous donner confiance en vous, plus que l'énoncé ou l'exposé de la vérité. Et le troisième point, et j'en termine, la raison pour laquelle, à mon avis, la confiance est de bonne méthode dans le monde comme il est, c'est qu'il y a une différence entre... Comment dire? C'est que la victoire n'est pas la victoire. La victoire est de se battre. C'est comme quand on tombe amoureux, si vous voulez. Vous ne pouvez pas répondre de la réciprocité d'un sentiment. Mais en revanche, vous pouvez avoir le courage de le dire. Et donc, c'est cette liberté-là qui ne dépend que de soi. La victoire est de commencer, la victoire est de dire oui. La victoire est d'accomplir le geste vers ce que l'on désire. Elle n'est pas d'obtenir satisfaction. C'est moins important. Qu'un amour soit réciproque est moins important. Cela passe après, et pas seulement chronologiquement, cela passe après le courage d'avoir déclaré sa flamme. Et cela ne dépend que de soi, et c'est ça qui est ici important, parce que dans cette nuance-là se trouve la différence qu'il y a entre ceux qui considèrent que la vie ne vaut que par les réussites objectives que l'on accomplit, et ceux qui considèrent que la vie ne vaut que par l'effort qui nous fait tendre vers ces choses-là, qu'on les accomplisse ou non. Et cette différence-là, c'est la différence qu'il y a entre réussir dans la vie, ce que d'une certaine manière tout le monde peut faire, et réussir sa vie, ce qui est inaccessible aux imbéciles. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous nous rejoignez? Merci Raphaël Enthoven. Je pensais, en vous entendant, à une conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, et vous me disiez, la confiance, le fait d'être obligé de s'occuper de soi, ça me fait penser à une fable, la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Ah, c'est génial, le laboureur et ses enfants. Vous vous en souvenez, le père de famille meurt, hein, et il convoque ses enfants, et il leur dit, mes enfants, j'ai un secret pour vous, il y a un trésor dans le jardin. Et allez-y, alors je cite de mémoire, hein, mais remuez, bêchez, binez, travaillez, etc. Vous allez le trouver. Donnez-vous de la peine. Donnez-vous de la peine. Donnez-vous de la peine, etc. Le père trépasse, les enfants retournent le jardin, évidemment, de trésors, point de cachet, mais le jardin prospère. Et le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Et ce qui est génial dans cette fable, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par la conclusion qui est un peu macronienne, si vous voulez, un peu téléphonée comme ça. Ça va plus loin que ça que je veux dire en fait. C'est que quand il dit ça, quand il dit le travail est un trésor, il montre, c'est un pieux mensonge. On est au cœur de ce que je disais tout à l'heure. C'est un pieux mensonge. Le père ment à ses enfants, ou plus exactement, il leur dit ce qu'ils ont besoin d'ignorer pour adopter l'attitude qui leur vaudra d'avoir la meilleure existence. Les enfants sont les héritiers d'une tâche à accomplir plutôt que du fardeau d'un héritage objectif. Et c'est un cadeau qu'il leur fait. Et ils n'ont bu que du thé. Ils n'ont bu que du thé, absolument. Jean-Marc Daniel, on va parler de cette transformation de l'entreprise. Là, on a un cadre magnifique, philosophique, intellectuel sur la nécessité de se prendre en main pour transformer sa vie, réussir sa vie et essayer de participer à l'aventure de l'entreprise. Concrètement, pour vous, l'économiste, ça se traduit comment? Ça se vit comment? Alors je crois qu'effectivement, pour les entreprises, pour le monde de l'entreprise, on est dans une phase où il se passe un certain nombre de changements, même si je pense que à partir du laboureur et tout ça, je pense que travailler plus pour gagner plus, ça reste d'actualité, même si c'est un slogan politique, alors que c'est une évidence économique à mon sens. Mais derrière cette évidence économique, je pense que le rapport à l'entreprise et au risque est assez généralement admis. Parmi la biographie courte que vous avez faite, il y avait aussi le fait que j'enseigne à l'école des mines où je succède à Maurice Allais, je ne le remplace pas. Car un des prix Nobel d'économie. Je n'aurais pas la prétention de l'égaler, mais il expliquait à ses étudiants au début que la différence qu'il y avait entre l'investisseur et le spéculateur, c'est que l'investisseur réussissait et le spéculateur échouait. Et donc on ne savait qu'à la fin quel était l'investisseur et quel était le spéculateur. Et donc effectivement, toute activité économique consiste à se projeter dans le temps, et puis on réussit ou on échoue, et à ce moment-là, la sanction est à la fois économique et y compris politique et morale.
Mais je crois que dans le contexte actuel, ce qui a changé, la première chose qui a changé par rapport justement à cette notion de confiance et tout ça qui est en train de changer, c'est que l'État et la société n'apportent plus à l'entreprise les garanties qu'elle pouvait lui apporter. Je pense qu'il y a 3 domaines où cette garantie est en train de changer, de muter. Le premier domaine, c'est, Jean-Hervé Lorenzi a parlé de la croissance potentielle. La croissance, effectivement, c'est des gains de productivité. Et puis, quand même, c'est assez chahuté. Si c'était simplement des gains de productivité, ce serait assez régulier. Et puis, s'il suffisait de supprimer les 35 heures pour être sûr d'avoir de la croissance, on finirait bien par y arriver. Et donc, il y a en plus de ça donc, des aléas, des événements. Donc, en général, on aime bien les aléas parce que ça permet de passer de l'économie à la psychologie. Si l'économie, ça dépend des tweets de Donald Trump, on n'a pas besoin de moi, on a besoin de psychologues. Et je dirais même, concernant Donald Trump, de psychiatres. Et puis après, on regarde. Et puis voilà, on passe à autre chose. Mais non, ça bouge pour des raisons autres que les tweets de Donald Trump. Ça bouge parce qu'il y a des cycles. D'ailleurs, tout le monde le sait. On n'arrête pas de nous commenter l'actualité en disant ça, c'est procyclique, ça, c'est contracyclique. L'OCDE nous annonce un indicateur, que l'indicateur composite avancé, que les spécialistes appellent le CLI, parce que faire de l'économie, c'est aussi parler l'anglais avec l'accent de Jacques Delors. Et donc, le CLI, ça veut dire Composite Leading Index. Et le Composite Leading Index, annonce effectivement les retournements cycliques, et nous allons avoir ce retournement cyclique. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'État n'est plus dans la capacité, comme il a pu le faire ou le croire dans les années 50-60, d'amortir les conséquences du cycle. C'est-à-dire le cycle, c'est l'archétype du risque, qui est un risque qui relève de la certitude dans son déroulement, mais qui relève de l'incertitude et donc du véritable risque dans l'ampleur qu'il va prendre et dans la capacité des gens à y faire face. Vous êtes sûr que l'économie va ralentir, elle est en train de ralentir, qu'il y aura moins de croissance dans les 6 mois, 1 an qui viennent. Ce que vous ne savez pas, c'est de combien la croissance va plonger et quels sont les types de secteurs qui vont être les plus impactés par ce ralentissement de la croissance économique. Et donc, un des enjeux, c'est est-ce qu'on est en capacité de définir des règles politiques économiques et des règles éventuellement d'assurance qui permettent aux entreprises de passer la période difficile. Encore une fois, dans les années 60, on disait il faut faire de la politique budgétaire, on augmente la demande et on amortit le cycle. En 1974, après le premier choc pétrolier, Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, pouvait commenter la situation économique en disant « Nous avons la volonté et nous avons les moyens de garantir à la population le plein emploi ». C'est-à-dire que le ministre de l'économie de l'époque était persuadé qu'il pouvait garantir le plein emploi. Et avec ça, il a été élu président de la République. Et avec ça, il a été élu président de la République dans la foulée, sauf qu'il y a eu 1 million de chômeurs de plus dans la foulée. Bon. Donc l'État n'a plus ces moyens-là, et je crois que le véritable enjeu maintenant pour l'économie, c'est la capacité du monde de l'entreprise à gérer le cycle et à incorporer sa survie dans le cycle, avec un dernier élément sur le cycle, c'est que la réponse traditionnelle du monde de l'industrie au cycle, c'était le stock. Quand on était dans une période de surproduction par rapport à la demande, si l'État n'était pas capable d'assurer la demande, au moins on stockait pour préparer la reprise, et donc on déstockait au moment de la reprise. Maintenant, il y a beaucoup d'activités où on ne stocke pas. Je ne sais pas, l'audit, le conseil, ça ne se stocke pas. L'immatériel. L'immatériel ne se stocke pas. Et même les automobiles, on arrive dans une situation où l'automobile qui est rentrée dans les stocks au début de la récession, quand elle sort du stock au moment de la fin de la récession, on lui dit mais elle est obsolète. On n'en veut plus de ce modèle, on veut un autre modèle. Et donc je pense que le premier enjeu de ce qui se passe en ce moment, c'est le transfert du risque cyclique, de la politique économique et des stocks vers la gestion au jour le jour des entreprises. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans une société où, du fait des nouvelles technologies, il y a de plus en plus de concurrence. Alors on a adoré le capitalisme monopoliste d'État, comme disaient les communistes, la bonne vieille époque, où il y avait ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. Le plan. Voilà, il y avait le plan, il y avait du grain à moudre, on augmentait les salaires de 5% tous les ans. Bon, il y avait 10% d'inflation, mais ça fait rien. Les gens. Bon. Là, il n'y a plus ça, et il n'y a plus ça pour une raison qui est liée aux nouvelles technologies, c'est que le coût d'entrée sur un certain nombre de marchés est très très faible. Et donc on peut très rapidement générer des concurrents sur tout un tas d'activités. Ce qui fait que les entreprises n'ont plus là aussi la possibilité d'augmenter les prix pour assumer les conséquences de décisions qui ont été des décisions de mauvais investissements. Grosso modo, l'inflation n'efface plus les dettes. Alors, les entreprises sont obligées de s'adapter à ça. Les États, manifestement, considèrent que ce n'est pas leur cas, mais les entreprises, elles, sont obligées de s'adapter au fait que l'inflation n'effacera plus les dettes. Et puis, je crois que la troisième caractéristique, c'est que le lien salarial, la relation entre les entreprises et leurs salariés est en train d'évoluer. Je pense que, grosso modo, le salarié, c'était un temps de présence qu'on pouvait assimiler à un temps de travail.
c'était la possibilité de gérer les à-coups non pas par la durée du temps de travail, mais par les stocks, donc une durée du temps de travail fixe. Et c'était la capacité à organiser le travail de façon à ce que toute personne qui cherche à échapper au travail soit contrainte par l'organisation à effectuer son travail. Or, les articles les plus récents, même des économistes, là, il y a Stiglitz, qui est un économiste connu et pas forcément libéral, même carrément non libéral. Il n'est pas du tout, oui. Pas du tout. Son dernier article portait sur la théorie du tir au flanc. Il expliquait qu'un des gros problèmes de l'économie maintenant, c'était l'apparition dans les entreprises de gens qui simulaient le travail, mais qui ne rendaient pas le travail. Et ça fait écho à un livre assez célèbre d'un autre économiste tout aussi peu libéral, qui est David Graeber, qui a écrit « Les bullshit jobs ». C'est-à-dire des jobs qui sont des jobs merdiques, des jobs qui ne satisfont pas ceux qui les font et qui ne remplissent pas la réalité productive qui devrait être en regard. Et donc je crois que notre économie va s'adapter, les entreprises vont s'adapter dans un monde où le cycle va être porté par les entreprises, donc le risque cyclique est porté par les entreprises. Les entreprises ne pourront pas effacer leurs erreurs et leurs dettes par de l'inflation. Et les entreprises vont avoir un risque qui est un risque d'avoir une relation sociale infectée par les tirs au flanc. Quel boulot! Quel boulot, et quel boulot en particulier pour les dirigeants d'entreprise. Thibault Langsad, encore une fois, vous avez été un des grands animateurs du MEDEF et vous êtes vous-même patron d'une entreprise. Comment il faut réagir à ça? Et comment est-ce qu'un chef d'entreprise doit essayer de réfléchir et de conduire la transformation de sa boîte? Alors, je n'avais pas anticipé les tirs au flanc dans l'entreprise. Toutefois, ce qui revient à peu près au même, avec une formule plus ronde, c'est qu'on exploite à peu près 15% de la valeur humaine dans une entreprise auprès d'un collaborateur. Et 15%, c'est relativement peu. On exploite, donc, on utilise. C'est-à-dire qu'on exploite, pardon, oui. Le terme est pas approprié. Mais donc, l'entreprise, finalement, génère 15% auprès de ses collaborateurs, ce qui est relativement peu. Et les entreprises qui performent, notamment les entreprises de la nouvelle économique, arrivent à faire monter ce seuil à 25%, ce qui montre qu'on a une marge de progrès. Toutefois, pour essayer de pondérer ce qui a été dit, l'entreprise, par sa construction, a toujours essayé d'être bienveillante à l'égard de ses collaborateurs. La construction de l'entreprise apparaît au moment du château de Versailles, où on voit les premiers corps constitués et les méthodes de management qui se mettent en place. C'est l'acte fondateur de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, le cycle industriel du 18e structure, on va dire, le management, qui a disparu, ce management-là, dans les années 90. Et rappelez-vous, ce management qui a perduré pendant très longtemps, un management extrêmement paternaliste, où les entrepreneurs structuraient en quelque sorte leurs salariés dans un monde non pas infantilisant mais de domination très fort, avec une contrepartie qui était de loger, d'éduquer, de soigner. J'ai cru comprendre même, on en échangeait, que les premiers téléviseurs étaient arrivés de chez les maîtres de forge, compte tenu du fait qu'ils étaient extrêmement protecteurs. Et ce management-là, il a perduré jusqu'à la fin des années 90, et c'est le début de l'ère Internet qui modifie les codes. Les premières startups, cette première bulle, a totalement révolutionné les méthodes de management et d'approche vis-à-vis des collaborateurs. Parce que on a eu des entreprises qui se sont créées avec un capital extérieur, avec des investissements très faibles, et l'association des collaborateurs dans ces nouvelles structures se faisait sous forme d'intéressement au travers de stock options, mais également d'un management en râteau, d'une responsabilité déduée qui a donné lieu... Un partage de l'information très différent. L'avantage de l'information. Et ça a perduré. Il y a eu après des crises successives qui a ramené les entrepreneurs à une forme de logique, parce que la réalité fait que le management en râteau pouvait avoir ses limites. Et aujourd'hui, on a finalement une nouvelle forme qui s'opère auprès des entreprises, où les salariés, mais également les managers, veulent donner davantage de sens à ce qu'ils font. Alors c'est plus facile pour un grand groupe qui a initié une dynamique de RSE, mais les entreprises sont plurielles, elles sont composées de PME, de TPE, de TI, et là, bien évidemment, je ne vais pas dire que ces entreprises sont plus à la traîne, mais c'est plus compliqué pour ces entreprises de leur donner du sens auprès de ses collaborateurs. C'est plus compliqué, ils le font moins?
Alors, ils le font différemment. J'ai envie de dire que la façon de le faire le plus naturellement, compte tenu du carcan dans lequel on est, c'est déjà de respecter les règles. Et une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui respecte ses fournisseurs, qui respecte les règles comptables et économiques. C'est déjà en soi, pour une PME, dans le carcan dans lequel nous sommes, une performance. Mais les salariés veulent aller plus loin. Et plus loin, c'est mettre en place dans l'entreprise du management plus adapté, collaboratif, télétravail, mais c'est aussi le partage de la valeur. Et le partage de la valeur, qui a été mis en place de façon assez moderne dans les années 90-2000, au travers d'une forme d'intéressement, de stock option, qui permettait de parier sur le futur, n'a été que brimé par les dirigeants politiques depuis ces dernières années. On n'a jamais... Brimé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais aussi peu pu partager la valeur, hormis d'instruments classiques et participation, intéressement. Parce que ça coûtait de plus en plus cher sur le plan fiscal. Ça coûtait plus cher sur le plan fiscal et que nos politiques ont été obsédées par, compte tenu de la situation économique, par la création d'emplois et la taxation éventuelle des profits qui pouvaient être générés. Et donc tous les instruments que les managers pouvaient avoir à leur disposition pour intéresser plus fortement les salariés au partage de la valeur, ces 15 dernières années ont été totalement bridés par le politique, qui s'est introduit dans l'entreprise. Il y a, dans l'histoire du capitalisme français et de sa relation avec l'État, une période, ou en tout cas un moment qui revient très souvent comme un des exemples, qui est la période de Gaulle-Pompidou avec l'intéressement et la participation. Est-ce que ça n'était pas déjà, dans les années 70, 70 même, quelque chose qui avait déjà impacté la manière de faire ce capitalisme? Est-ce que c'était ça, le capitalisme paternaliste? Alors, on était encore dans cette phase de capitalisme paternaliste. Toutefois, il y avait là les premiers mécanismes d'intéressement et de partage de la valeur. Alors, vous l'avez dit très bien dans vos tribunes il y a quelques temps, où le partage de la valeur aujourd'hui est quand même assez équitable. 70% de la valeur créée dans une entreprise vont aux salariés, 20% aux actionnaires, non, 20% à l'État, pardon, et 10% aux actionnaires. Donc ce partage de la valeur aujourd'hui existe. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, ce qui freine beaucoup d'entreprises. Le dernier point, c'est la prime qui a été donnée par le président de la République continue à mettre le chef d'entreprise dans un rôle extrêmement paternaliste. C'est décrété en fin d'année, aux approches de Noël, et ça donne le sentiment que le chef d'entreprise met sa poche dans sa main et donne 100, 200, jusqu'à 1000 euros, et c'est l'État qui, généreusement, ne met pas de charge. C'est extrêmement dévastateur, parce que ça pose le chef d'entreprise dans une position qui n'est pas la sienne et qui n'associe pas réellement le collaborateur au partage de la valeur. Je comprends ce que vous dites du point de vue de l'entreprise. Thomas Wuberl, tout à l'heure, disait, nous, les grandes entreprises, on a été une petite quinzaine, 13 exactement, à dire au moment de la crise, au moment du pic de la crise des Gilets jaunes, nous devons faire quelque chose et par exemple, nous devons réfléchir à justement aider un petit peu et relever un petit peu le pouvoir d'achat de tous ces gens-là. Ça n'était pas du paternalisme, c'était peut-être juste un sens de l'État ou de ce qu'il était bien de préserver pour le pays. Je vais rester prudent, mais quand c'est fait par 15 patrons qui ont une dynamique entrepreneuriale tout à fait exemplaire, mais très discutable par rapport à des patrons qui ont eux-mêmes créé leur propre entreprise et qui sont détenteurs de leur capital. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je voudrais qu'on soit prudent sur le fait que des grandes entreprises donnent l'exemple. Derrière, pour un patron de PME, d'une entreprise de taille intermédiaire, ce n'est pas forcément si simple. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Hélène Valade, puisque vous êtes la patronne de tout ce qui est développement durable chez Suez, et donc une très grande entreprise. Je ne sais pas si elle fait partie des 13 qui ont essayé de gérer ce moment très difficile. Elle est en train de les rejoindre, oui. Elle est en train de les rejoindre, donc elle a le même sentiment de sa responsabilité. Les grandes entreprises, on le voit bien dans ce que dit Thibault Langsat, même si tout le monde a le sentiment que l'entreprise doit jouer un rôle doit avoir une responsabilité environnementale et sociale, les grandes entreprises le gèrent différemment, le font différemment, d'ailleurs le font savoir différemment. Comment est-ce que vous gérez ça chez Suez ? Je pense que la transformation devient un impératif catégorique, parce qu'une entreprise ne peut pas gagner dans un monde qui perd et dans un monde qui est en train de s'écrouler. S'écrouler notamment par les coups de boutoir d'un certain nombre d'enjeux environnementaux qui sont maintenant totalement avérés et qui sont
extraordinairement inquiétant. Et sans faire des choses et avoir des propos anxiogènes, il faut tout de même voir la réalité qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Un Bouygues, par exemple, à Noël, a été obligé d'arrêter l'ensemble de ses chantiers en Australie parce qu'il faisait 50 degrés. Donc on ne peut plus travailler. Une enseigne de luxe a été en arrêt de production de ses parfums parce que les flacons qu'elle faisait venir d'un pays d'Asie avaient été l'objet d'un typhon absolument épouvantable. Bon, donc on est là face à de nouveaux risques qui mettent en péril l'activité elle-même de l'entreprise. Et je passe évidemment sur tous ces sujets dont on entend beaucoup parler et malheureusement dont on n'intègre pas encore toutes les conséquences dans la manière de conduire le business, qui sont la perte de la biodiversité. 60% des espèces sauvages ont disparu en 40 ans. On arrive dans une société où on connaît davantage la girafe par Sophie la girafe que vous offrez tous à vos enfants ou à vos petits-enfants que par la réalité de la girafe. Autrement dit, la biodiversité vit par les symboles, par des représentations, mais n'existe plus. Et que dire encore du plastique ? Je me permets de vous raconter une petite anecdote qui me fait beaucoup rire et en même temps elle devrait me faire pleurer. Il y a une semaine, un monsieur va acheter un poisson sur un marché parisien et puis il demande à la vendeuse un sac en plastique pour le ranger. Et la dame lui répond, mais vous savez, le sac en plastique, il est dedans, hein, dans le poisson. Et c'est la réalité des études extrêmement sérieuses et documentées montrent effectivement que tout ce qu'on rejette dans les milieux naturels et notamment dans l'eau, ce sont des microplastiques qu'on a partout dans nos vêtements, dans les produits que vous utilisez, etc. Et qui se retrouvent donc dans l'eau, dans les poissons, dans l'alimentation, etc. Bon. Je pourrais comme ça en parler très longtemps. Tout ça pour vous dire que c'est une donne nouvelle à laquelle les entreprises sont en train de faire face. Et comment font-elles face à cela ? Tout d'abord, d'ailleurs, en ayant le courage de mettre sur la table le fait qu'elles ont été une partie du problème, que ce soit les petites et les grandes, parce qu'elles ne se préoccupaient pas particulièrement de l'impact qu'elles avaient sur l'environnement, ou en tout cas qui n'était d'ailleurs pas ni mesuré, ni réalisé. Voilà, ni une conscience en termes de préoccupation. Et elles sont en train de découvrir qu'elles peuvent être une partie de la solution. Et depuis la COP21, depuis l'accord de Paris, on constate ce début de prise à bras-le-corps de cette réalité-là par des entreprises qui s'engagent à limiter leurs propres émissions de gaz à effet de serre, à mesurer le risque. Et je profite d'être là pour saluer tous les risques managers de la salle qui se sont mis à analyser ces risques, à en tirer les conséquences sur leur propre modèle d'affaires. Et ça a été un travail absolument extraordinaire. Et à avoir des indicateurs pour investir qui ne sont pas simplement le prix du baril du pétrole, mais qui sont aussi quelle va être l'évolution du prix du quota CO2. Entre parenthèses, 24 € aujourd'hui, 7 € il y a 3 semaines. Voilà, donc les entreprises sont en train de bouger et les questions qui sont derrière, c'est effectivement les questions de la transformation très profonde qui va au-delà de cette notion de responsabilité, mais qui touche le modèle économique, le modèle d'affaires. Et peut-être avez-vous entendu parler de ces nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place, qui tous renvoient à des logiques d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité ou d'économie de l'usage. Économie circulaire, c'est pas très compliqué, c'est les déchets des uns sont des ressources des autres, autrement dit. Lorsque vous avez par exemple à proximité de votre ville une station d'assainissement qui a nettoyé vos eaux sales, elles se transforment en boue qui elles-mêmes produisent du méthane, du biogaz et qui peuvent être réinjectées dans les réseaux de gaz. Et on voit bien toute la dimension de décentralisation de la production des ressources qu'il y a derrière, où c'est un SEB qui arrête de vendre le petit électroménager mais qui le loue. Voilà un modèle qui est aussi radicalement nouveau et qui va bien dans ce sens. Comment faire évoluer les modèles économiques pour protéger les ressources et pour prendre en compte ce risque climat. Et de fil en aiguille, on en arrive à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire au fond la prise de conscience que l'entreprise, elle n'est pas simplement sur un marché financier. L'entreprise n'est pas simplement sur un marché financier, elle est en société. Elle a besoin des ressources dont je viens de parler, elle a besoin d'en créer de nouvelles, elle a besoin des hommes et des femmes parce que c'est bien comme cela que ça avance, et elle est donc en apport, en contribution à un certain nombre d'enjeux qui la dépassent, que ça soit l'environnement, que ça soit l'insertion,
l'insertion des publics en difficulté, que ce soit la responsabilité éducationnelle. Un certain nombre d'entreprises, et probablement il y en a pas mal dans la salle, montent des programmes de formation en accord avec des collectivités locales, d'autres entreprises sur un territoire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à se poser la question qui est au centre de la loi Pacte d'aujourd'hui, qui est celle, au fond, de la finalité de l'entreprise, de sa raison d'être. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? À quoi sert-elle? Bon, c'est quand même une question absolument magnifique qui nous a fait tous nous battre. La réponse était assez simple pendant 2 siècles. Voilà. Le MEDEF, qui avait quand même été extrêmement, je vais dire, prudent, pour ne pas dire contre un certain nombre de choses, vient de publier sa raison d'être il y a 2 semaines, agir ensemble pour une croissance responsable. Donc il y a là derrière cette idée que comment, au fond, inscrire de manière durable, à la fois dans la gouvernance, voire dans les statuts de l'entreprise, cette contribution à la société. Et ça commence à remuer un certain nombre de choses. Un Carrefour, par exemple, qui vient de faire un travail que je trouve, moi, assez significatif sur sa raison d'être et qui met en avant l'idée de transition alimentaire pour tous. Oui. On est loin d'un rapport qualité-prix. Juste sur le caddie. Voilà, juste sur le caddie, avec derrière des vraies actions sur le gaspillage alimentaire, etc. Est-ce qu'il y a un risque pour les entreprises, en tout cas pour les entreprises de votre taille, à ne pas le faire? À ne pas faire quoi? Ça, à ne pas être un acteur, et a fortiori un acteur proclamé de cette transformation environnementale et sociale. Je pense fondamentalement que les entreprises qui ne conduisent pas cette mue, qui ne se transforment pas, n'existeront plus d'ici 10 ans. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, à la table ronde précédente. La Chine, la préoccupation environnementale n'est plus une préoccupation environnementale, c'est une préoccupation de santé publique. Autrement dit, la pollution est telle... Parce qu'on ne respire plus dans les villes. On ne respire plus dans les villes. Ben oui. Donc là, il y a à quoi sert une entreprise? À quoi sert si on ne respire plus dans la ville? Bon. Et si justement il y a des expatriations dans les pays occidentaux au nom d'une qualité environnementale plus forte. C'est là-dessus que se joue maintenant aussi le sujet de la concurrence. Oui, donc je pense qu'effectivement que la transformation, elle est plus que nécessaire. Et elle est en passe d'être... elle est en marche. Elle est en marche et vous le mesurez, c'est ça, dans cet observatoire de la responsabilité sociale des entreprises? Absolument. Qu'est-ce que vous mesurez? Donc, vous avez créé des indicateurs? On est en partenariat avec un certain nombre d'acteurs académiques pour avoir des indicateurs assez chiffrés, notamment de l'impact de cette transformation sur la rentabilité des entreprises, sur le cours de bourse, etc. Et on commence à voir que il y a un petit plus qui joue grâce à ça. On le voit surtout parce que les salariés et les baromètres de climat interne et les ambiances des entreprises, si je puis dire, et donc la productivité, est extrêmement impactée par cela. D'ailleurs, les jeunes générations attendent d'une entreprise qu'elle se mobilise, qu'elle contribue à la société. Les jeunes diplômés des grandes écoles sont venus nous voir pour nous montrer la pétition qu'ils avaient signée en disant « Nous n'irons pas travailler dans des entreprises qui n'ont pas des politiques de responsabilité sociétale dignes de ce nom. » Et puis, une deuxième et une dernière raison, et j'en terminerai par là, d'être au fond optimiste et d'être dans la confiance dont on parlait tout à l'heure, c'est le monde de la finance. Le monde de la finance qui a bougé, qui a véritablement bougé, qui tire les choses. J'allais dire, c'est lui qui vous fait bouger le plus, non? Quand BlackRock, le premier fonds au monde, dit « Je n'investirai plus dans des entreprises qui ne respectent pas le green power, etc., évidemment, ça vous fait bouger. Conjugué, encore une fois, aux opinions publiques. Les opinions publiques, vraiment, sont en train de bouger très fortement sur ces questions. Les marches pour le climat, les class actions qui sont en train le risque réputation que notre public connaît bien, tout ça bouge énormément. Et la finance est en train de mettre au point une sophistication financière qui vise à corréler, par exemple, emprunt et performance environnementale et sociale de l'entreprise, qui peut aller très loin pour effectivement driver cette transformation dans une sens d'une responsabilité environnementale et sociale plus grande. Je vais vous donner la parole, Robert Leblanc, dans un instant, mais Raphaël Enthoven, ça ne vous fait pas sourire un peu cette façon dont on pense que les entreprises se mettent à la vertu, alors que probablement elles sont aussi poussées par la finance? Je dis, c'est pas. Laissez-moi exprimer ma question. Elles se
mettent aussi à ça parce qu'elles sont poussées par la finance, laquelle est elle-même poussée par l'opinion des gens à qui on leur vend, ben voilà, on va investir dans des industries propres, on n'investira plus dans des entreprises qui fabriquent des armes et que sais-je encore. Est-ce que c'est pas un peu une façon un peu mercantile d'habiller la vertu? Pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que le dilemme qui se présente aux entrepreneurs aujourd'hui est un dilemme que les marxistes ont eu à surmonter à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pour une raison simple. Marx est à la fois le diagnosticien d'un monde qui va s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Donc, dans le texte de Marx, il y a une ambition scientifique et une prédiction qui apparemment n'engage pas la morale. Et c'est aussi le militant qui dit qu'il faut accélérer ce mouvement, qu'il faut s'engager pour le faire, etc. Et on retrouve aujourd'hui un discours qui en appelle à l'engagement de chacun, à l'engagement des entrepreneurs. C'était tout à fait frappant, je vous avoue, il y a 10 ans, au moment de la crise financière, où il s'agissait d'aller dans les entreprises et d'expliquer aux gens comment le capitalisme pouvait être moral. Ce qui me semblait une contradiction dans les termes, mais je ne voyais pas l'intérêt de spéculer sur la morale, si vous voulez. Bon. Et donc, du coup, toute la question est de savoir comment faire pour non pas instaurer de nouvelles valeurs ou instituer de nouvelles valeurs, mais faire converger le calcul de l'intérêt avec l'intérêt public. Et c'est ce qui se passe quand un fonds d'investissement, effectivement, donne le là, il met tout le monde sur la même note. La question morale est, je crois, non pertinente dans cette affaire. C'est de quelle façon allons-nous faire converger l'intérêt d'une entreprise avec l'intérêt général? C'est la seule question qu'on doit avoir à l'esprit, je crois. Et bien voilà, c'est très clair. Robert Leblanc, vous êtes, je le disais, le patron d'Aon en France et vice-président Afrique, Middle East, etc. Grosse responsabilité et grosse responsabilité aussi au MEDEF où vous participez au comité éthique. Et donc, vous avez beaucoup réfléchi à cette fameuse raison d'être du MEDEF, cette phrase « agir ensemble pour une croissance responsable ». Merci Hélène Valade. Ça n'a pas été simple quand même au sein du MEDEF, tout ça. Non, je ne pense pas que c'était si compliqué. Je crois que ce que vous évoquez là, il y a deux choses très différentes. Il y a la réflexion de fond des entreprises et qui s'inscrit dans cette ambiance qu'on vient de décrire, de l'ère du temps, de la pression des consommateurs, répercutée ensuite chez les investisseurs qui ont un levier très fort d'action. Et tout ça, le MEDEF le vit forcément, représente des entreprises grandes, moyennes et petites et n'y échappe pas. Et le MEDEF est tout à fait conscient de ça. Et le nouveau slogan auquel je n'ai pas participé, parce que ça c'est plus récent, le reflète. Moi, les débats auxquels j'ai participé, c'est ceux de 2018 sur l'objet social de l'entreprise. Qui étaient des débats clés, puisque c'est le moment du rapport Nota-Sénard voilà, sur justement la raison d'être. Et qui aboutit à la loi Pacte. Alors ce débat est intéressant parce qu'il porte sur des sujets clés et je trouve que moi je suis très attaché à la notion de débat. C'est-à-dire que je crois que c'est un moment de prise de conscience, comme le grand débat dont on parle maintenant. J'en attends beaucoup dans ce sens que c'est se forcer à être ensemble, se forcer à confronter des points de vue. Et c'est plus important que de savoir qui a raison, qui a tort. Cette rencontre me paraît importante. Donc ce débat était important sur la raison sociale des entreprises, sur la raison d'être et sur l'objet social. Ensuite, la position du MEDEF à ce moment-là, que j'ai portée personnellement, a été ringardisée par certains parce qu'on a juste dit, enfin j'ai dit que je ne souhaitais pas qu'on modifie le Code civil. Ça ne veut pas dire que je suis contre la prise en compte de tous ces enjeux d'aujourd'hui et la responsabilité des entreprises, elle est immense de fait et j'y reviendrai. Mais juste sur le Code civil, c'est juste cette vision que le Code civil, dont Flaubert disait qu'il était l'exemple d'écriture du français, absolument. Il peut être exemplaire par sa pureté et sa stabilité. Si on l'enrichit de tout ce qui paraît important à un jour donné, et puis pour passer à quelque chose qui sera important 10 ans plus tard, on va le faire évoluer comme un certain nombre de programmes informatiques dans les entreprises, c'est-à-dire plein de verrues dans tous les sens, et il perdra sa beauté originelle. Donc c'était juste dire... Sa beauté, sa clarté, son efficacité. Voilà. Le texte dit ce qu'est une société, il ne dit pas dans l'intérêt de qui elle doit être gérée. Donc moi j'étais attaché à cette vision du Code civil très pure. Ça ne veut pas dire, ni moi ni les personnes qui étaient autour de moi au MEDEF à ce moment-là, ça ne voulait pas dire qu'on était contre la vision d'une responsabilité élargie des entreprises. Alors cette responsabilité, juste un mot, qu'on le veuille ou non, elle est là.
D'abord, elle est là. Alors la première responsabilité, c'est quand même de produire ce pourquoi on a été fait. Nous sommes courtiers d'assurance. Notre raison d'être, pour moi, elle est très simple. C'est pour que ceux qui sont dans la salle, nos clients et nos prospects qui sont là, soient dans une meilleure maîtrise de leurs risques, soient bénéficient de couverture, d'assurance plus efficace. Notre slogan E.ON, c'est Empower Results. Bon. Et on a ajouté aussi People and Risk. Voilà, Empower Results. Donc notre mission, c'est d'empowerer. Et c'est d'ailleurs triste que le mot empower n'est pas un mot en français, mais notre mission, c'est d'empower. Empouvoirer. Alors je vais adopter votre empouvoirer. Amplifier peut-être, non ? Cette contribution. C'est pas amplifier, c'est beaucoup plus riche qu'amplifier. C'est pas juste une question de mesure, c'est une question de nature, c'est beaucoup plus profond qu'amplifier. Voilà. Donc notre raison d'être, c'est empowerer les entreprises qui nous font confiance. Bon, voilà. Alors la responsabilité élargie des entreprises, c'est donc d'abord, c'est effectivement délivrer ce pourquoi elles sont faites. Donc nous, c'est assurer notre métier de courtier. Il faut quand même commencer par ça. La deuxième, c'est quand même faire que ceux qui ont apporté des ressources ne les perdent pas. Donc je pense aux actionnaires. Les actionnaires mettent de l'argent. Et donc c'est important de faire en sorte que cet argent fructifie. Une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit. Et effectivement, les attentes aujourd'hui de la société sont très larges. On attend de la formation de la part des entreprises, on attend de l'éducation. On en parle très souvent en parlant de ces entreprises qui accueillent des jeunes avec peu de formation, et même ceux qui sont formés d'ailleurs ne sont pas étrangers à ce besoin de les éduquer, de leur apprendre à dire bonjour, d'arriver à l'heure, etc. Cette éducation, on pourrait penser qu'elle vienne d'ailleurs aujourd'hui. Non, dans le monde, dans la société moderne, on se rend compte quand on a la défaillance des familles, celle de l'État, un certain nombre de structures, au fond, tout le monde attend des entreprises. Même les Gilets jaunes d'ailleurs. Les Gilets jaunes ont très peu critiqué les entreprises. Il y avait ce n'était pas une cible. Ce dessin de CAC, je fais un peu de publicité pour vous, j'espère que vous appréciez. À la une de l'opinion. Le dessin de CAC à la une de l'opinion est excellent. Et on voyait un gilet jaune. Il disait, ben non, on ne s'en prend pas aux entreprises parce qu'on sait quand même qui nous paye. Et il y avait Martinez et la CFDT disant, tout se perd. Voilà, tout se perd. Ce dessin était excellent. Et en fait, les gilets jaunes savent quand même qui aujourd'hui a un rôle positif dans la société, c'est les entreprises. Alors ils attendent donc formation, éducation, intégration. Quand on parle de l'inclusion, où est-ce qu'on pratique de l'inclusion? C'est dans les entreprises. Moi, je suis dans un groupe qui a signé aux États-Unis des accords. Alors, une parenthèse, on a signé par exemple avec LGBT. J'ai rien contre LGBT, j'ai contre le fait que certaines associations accaparent la défense de certains enjeux. L'inclusion, pour moi, est quelque chose de très large. La diversité, moi, je travaille avec quelqu'un depuis 20 ans. Je considère, il est blanc comme moi, homme comme moi. Je considère qu'il y a quand même déjà un début de diversité parce qu'on n'a vraiment pas ni la même formation, ni la même culture, ni le même caractère. Bon, et la diversité, c'est déjà ça. L'homogénéité d'une entreprise qui n'a pas cette diversité, c'est très mauvais. Bon, donc l'inclusion, c'est fondamental. Où est-ce qu'on la pratique? C'est dans les entreprises. Quand le gouvernement est en difficulté avec les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on demande? Aux entreprises de donner des primes. Enfin, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend absolument tout des entreprises. Alors, une fois qu'on l'a dit, il ne s'agit pas de s'en réjouir ou de le déplorer. Il faut juste l'intégrer. C'est une réalité de la société d'aujourd'hui. Et donc, la responsabilité des entreprises, elle est très étendue. Et de fait, moi, je défends l'idée que qu'elle le veuille ou non, elle contribue très largement au bien commun. Simplement, ce qui me paraît important quand on a des engagements comme Hélène Valade ou comme moi, c'est de dire que quand même, celles qui s'engagent, celles dont les dirigeants s'engagent, ont des chances, pas toutes les chances, il ne faut pas non plus exagérer, mais des chances d'en faire un petit peu plus que celles qui simplement répondent aux exigences qui viennent de l'extérieur. Merci Robert Leblanc. On a une question sur l'entreprise à mission. Ça aussi, c'était un gros débat dans le rapport Senard-Nota. La création de l'entreprise à mission. Un mot sur ce que c'est et votre point de vue là-dessus? Oui, c'est un petit peu l'histoire des bicorps américaines. Danone en a beaucoup parlé en France en disant on peut créer des structures. C'est-à-dire que l'idée, qui était d'ailleurs sous-jacente aussi dans le débat sur le Code civil, c'est l'idée que dans un monde de judiciarisation, on peut toujours utiliser un certain nombre de choses contre vous. Exemple, donc défendu par ceux qui sont partisans des bicorps, c'est de dire si il n'est pas écrit que dans ma mission, je vise d'autres choses que la rentabilité, si je mets de l'argent à des choses qui me paraissent bien par rapport à ma vision de l'homme, de la société, de l'environnement, mais qui détournent de l'argent de l'objectif premier de rentabilité, alors un actionnaire peut me le reprocher en justice. Voilà. Ouais. Alors d'ailleurs la réponse sur le changement du Code civil, c'est dire attention parce que si on met d'autres choses, d'autres pourront attaquer en disant qu'on n'en a pas fait assez sur les sujets environnementaux et sociétaux. Voilà. Donc les bicorps sont une structure qui existe aux États-Unis.
États-Unis. L'une des filiales de Danone aux États-Unis est une bicorp. Et donc, c'est une structure dans laquelle il y a cette protection juridique contre une attaque des actionnaires qui dirait « vous n'en faites pas assez pour nous parce que vous en faites trop pour d'autres ». Bon, l'entreprise à mission s'inscrit un peu dans cette logique-là. Ça me paraît très anecdotique. Enfin, je ne dis pas que c'est nul. Ça peut être intéressant pour quelques acteurs. Ça ne me paraît pas essentiel. Mais c'est plutôt un filet de sécurité qu'un changement de la nature de l'entreprise. Oui, mais ce n'est pas un filet de sécurité pour tout le monde. C'est juste quelques-uns qui vont faire ce choix-là. Voilà. C'est quand même, pour moi, très, très anecdotique. Et il ne faut pas focaliser là-dessus quand le débat concerne tout le monde. Thibault Langsade. Peut-être un point sur l'objet social de l'entreprise. La façon dont ça avait été présenté par le gouvernement était assez floue. Néanmoins, les syndicats avaient tout de suite embrayé pour amplifier le modèle de cogestion qu'ils souhaitent à l'égal de l'Allemagne, mais dont les mentalités, les structures ne sont pas les mêmes en France et bien évidemment, ils ne sont pas prêts. Après, on voit bien la difficulté du fait que les entreprises sont plurielles. Aujourd'hui, la responsabilité de l'entreprise, et ce n'est pas choquant de le dire, reste sa capacité à générer du profit. Sa redistribution peut être responsable, la façon dont elle produit peut être responsable, mais aujourd'hui, le rôle de l'entreprise dans la situation dans laquelle on est, qui doit assumer de l'éducation, de la formation, de l'apprentissage tout au long d'un parcours, même d'aller au-delà, est extrêmement complexe pour une entreprise. Et elle n'en a pas les capacités, en tout cas pour bon nombre d'entre elles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans un carcan qui est extrêmement lourd pour une entreprise qui est administratif, légal, régalien, elle empêche de pouvoir s'exprimer. Moi, je veux bien parler de la responsabilité sociétale d'une entreprise, quelque chose qui est très bien, mais elle a déjà ses propres contraintes. Si elle est industrielle, elle doit répondre à des contraintes environnementales de ses Céveso, elle est contrôlée, elle est pour cela suivi de très près, également sur son management auprès des inspections du travail. Et je pense qu'il y a une forme de dichotomie. On veut emmener des collaborateurs qui nous le demandent sur un paradigme différent, mais on est régi par nos propres règles. Et c'est là où on a un décalage. Oui, parce que juste la grande entreprise qui a la capacité de pouvoir diversifier ses recrutements. Moi, j'ai 1000 collaborateurs en France. La politique de diversité que je pourrais mener, je ne dis pas que c'est un luxe parce que je dois y faire attention. J'y fais attention à cause de la loi. Est-ce que j'en ai les ressources de pouvoir le faire? Non. Hélène Valade. Juste en 2 mots, je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'intégrer le monde qu'on vient de décrire, les nouveaux risques, un nouveau modèle économique. C'est ça la logique de transformation. Et c'est ça qui conduit à plus de responsabilités. Regardez ce que font les pétroliers aujourd'hui, ceux qui fonctionnaient au charbon, qui ne fonctionnent plus au charbon. Les assureurs ont d'ailleurs enlevé le charbon de leur portefeuille de gestion. C'est autre chose. C'est comment fait-on autrement pour répondre à la question qui est là, c'est-à-dire comment croître sur une planète qui ne peut pas croître parce que, voilà, il y a un les exemples que vous citez et le secteur dans lequel vous travaillez sont au cœur de cette transformation environnementale. Et donc, par nature, j'allais dire, vous devez être plus vert que le vert et plus royaliste que le roi. Est-ce que cette exigence que vous mettez à vous-même et à votre entreprise, vous pensez qu'elle doit être la même pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur? C'est pas une question, encore une fois, d'exigence. Je crois qu'en cascade, ça touche tout le monde. Ça touche les PME qui travaillent pour les grands groupes, ça touche les start-up, les entrepreneurs sociaux qui, du coup, participent à de nouvelles alliances autour de ces modèles d'économie circulaire. Donc, il y a un effet véritablement de cascade. C'est pas une question de compliance, c'est pas une question d'exigence, c'est une question de faire autrement. Et on voit très bien alors que le monde des PME qui ne parle jamais de RSE, qui n'utilise pas ce terme, en revanche, est en train de vivre la même transformation du business. Raphaël Enthoven. Oui, juste un retour sur le slogan du MEDEF, là, agir ensemble pour une croissance responsable. C'est quand même inouï d'enfoncer des portes ouvertes à ce point. Et de vendre un truc pareil, c'est peut-être parce qu'ils n'y croyaient pas. De le présenter comme une décision. Je veux dire, vous imaginez un slogan qui serait agir tout seul pour rien changer dans son coin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est comme les gens, moi, au moment de l'affaire Cahuzac, je me souviens de Harlem Désir avait réclamé un référendum sur la moralisation de la vie publique. Vous imaginez des gens faire campagne contre? Oui, voyez, bien sûr. Donc, agir ensemble pour une croissance responsable. Quand j'entends des slogans pareils, quand j'entends qu'on se satisfait d'un slogan de cet ordre-là, je me dis que les choses changent moins vite qu'on ne pense. Je voulais faire une deuxième observation sur la question du management.
Le mot même de management est un mot dont la prononciation est floue, elle est franglaise. On dit management, on ne dit pas management. On dit management, on laisse claquer la dentale à la fin. Je veux dire, on ne sait pas si le mot est français, anglais, et à ce flou sur la prononciation, je crois, correspond un flou sur la définition. Et c'est un flou qui peut être réglé par l'étymologie. Le management, au départ, c'est manus agere, c'est la direction de la main. Le management, c'est de la manipulation. C'est ça que ça veut dire étymologiquement. Et qu'un bon manager qui reçoit quelqu'un, un salarié, qui, au fond, lui donne le sentiment que tout ce qu'il décide est de sa propre initiative, mais que, comme par hasard, il en vient aux conclusions qui arrangent le manager, si vous voulez, pratique du management. Il y a un moment, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, McMahon avait une formule au moment des présidentielles, il disait « Vous voterez pour les candidats que je recommande à vos libres suffrages ». Il y a quelque chose du manager là-dedans. Voilà. Voilà. Et donc, on peut réinventer à partir de ça une raison d'être pour le MEDEF. Oui. Jean-Marc Daniel. Oui, je vais faire... J'ai pas dit ça. Hein, non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. 2 ou 3 remarques à la fois à partir des questions et puis du manager qui manipule parce que dans les questions, il y en avait une qui disait mais il y a toujours eu des tirs au flanc. Oui. C'est vrai qu'il y a toujours eu des tirs au flanc. C'était une interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas eu toujours des tirs au flanc? Il était bien qu'il y a toujours eu des tirs au flanc. Simplement, dans le processus industriel, l'organisation notamment de la chaîne faisait que le tir au flanc était géré et discipliné par l'ensemble des ouvriers. Concrètement, quand vous descendez dans une mine et que vous ne respectez pas les conditions de fonctionnement de la mine, vous mettez en danger non seulement votre propre personne, mais l'ensemble de la mine et donc l'ensemble de l'équipe qui est avec vous. Parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut, il va y avoir du grisou et tout le monde va y passer. Et donc, on est passé dans une logique où effectivement la discipline était assurée par l'équipe elle-même qui était dans l'atelier. Regardez Charlie Chaplin dans les temps modernes. Celui qui les remet au travail, c'est pas l'actionnaire, c'est pas l'ingénieur, c'est son voisin, c'est l'ouvrier qui est à côté de lui qui le dérange dans le fonctionnement de la chaîne. Et donc, on est dans un processus à l'heure actuelle où cette discipline imposée par le processus de production disparaît. Et donc, à partir de là, deuxième exemple, là aussi, je vous renvoie au livre extraordinaire qui est celui de Linhart sur l'établi, où il raconte sa vie dans une usine en 1968. Il faut dire qui est Linhart quand même, en quelques mots. C'est un normalien. Il serait aujourd'hui un grand défenseur de Maduro. Oui, absolument. Absolument, oui. Voilà. Mais tous les 68ards ne sont pas devenus des défenseurs de Maduro. Non, mais il y en a qui ont mal tourné, qui sont devenus des libéraux ardents. Oui, mais lui, il est mort avant d'avoir changé. C'est ça, d'accord, ça c'est autre chose. Donc, qui était maoïste dans les années 60, au mois de mai 68 et qui décide, conformément à ce qui se passe en Chine, ou d'aller travailler en usine au contact des ouvriers. Et il raconte cette aventure chez Renault. Et il raconte cette aventure chez Citroën. C'est un porte choisi chez Citroën. Et donc, il est dans une usine. Et donc, il décrit la vie quotidienne. Et il raconte en particulier la visite d'un personnage mythique qui s'appelle le centralien. Pourquoi le centralien? Parce que c'est l'ingénieur qui est dans la hiérarchie, qui est diplômé de centrale, qui visite l'usine. Et quand il visite l'usine, la seule chose que fait le centralien, c'est qu'il appuie sur un bouton pour déclencher une machine, il se trompe de bouton et il ne déclenche pas la machine. Et donc, la seule chose qu'ont vu du centralien les ouvriers, c'est un personnage qui est bien habillé, qui est assez distant et qui ne sait pas ce qu'ils font, mais qui garde un prestige extraordinaire. Linhart dit après, quand on est au PMU, tout le monde se retrouve au PMU, le centralien a impressionné la foule, tout le monde a été saisi d'avoir vu le centralien, le personnage. Bon. Et donc ce que Linhart décrit, c'est une organisation de l'usine dans laquelle il y a un prestige colossal des dirigeants, assis sur un certain nombre de gestes symboliques, des diplômes et une distance, et puis une réalité au quotidien où la discipline est assurée justement par l'ensemble des ouvriers. Tout ça, dans le processus actuel, a disparu. Et donc, pour que les gens travaillent, il faut que les gens aient une autre raison. Et je pense qu'une des raisons aussi qui va vers le développement de l'auto-entrepreneuriat, de l'ubérisation, c'est le fait que l'autre raison pour laquelle on va faire travailler les gens, c'est qu'ils vont avoir non plus une relation hiérarchique et de prestige avec ceux qui sont leurs donneurs d'ordre, mais ils vont avoir une relation commerciale. On va acheter leur travail. Le manager ne va plus manipuler, il va acheter. Il va acheter du travail. La deuxième remarque que je ferai sur les bullshit jobs, est-ce que ce n'est pas les entreprises qui créent les bullshit jobs? La réponse est oui. Et d'ailleurs, les entreprises, quand il le faut, suppriment les bullshit jobs. On va au-devant. À nos moments, justement, je dis que c'est les entreprises qui gèrent le cycle maintenant. Et la traduction de la gestion du cycle par les entreprises, c'est qu'à chaque fois, soit on réussit à baisser la durée du temps de travail, soit effectivement, on organise des suppressions d'emplois pour traverser le cycle. Le véritable enjeu, c'est comment faire dans un niveau économique macro que les suppressions d'emplois ne soient pas trop importantes au point qu'au moment de la reprise, les entreprises soient elles-mêmes pénalisées.
Je vais prendre juste un exemple concret. Marie Barra, qui est la manager, directrice générale de General Motors, a annoncé qu'elle allait supprimer 14 000 des 180 000 emplois de sa boîte, soit 15% de sa masse salariale. Donc vous avez deux interprétations possibles. La première, c'est que vous n'avez aucune capacité de calcul mental et vous pensez que 14 000, ça représente 15% de 180 000. Ou bien vous avez un peu de capacité de calcul et vous vous apercevez que 14 000, c'est l'école blanc. Ouais. Et donc, qui va sauter, c'est l'école blanc. C'est-à-dire que désormais, ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans le processus de production, c'est que les bullshit jobs, ce sont des jobs de gens qui sont hauts dans la hiérarchie et ceux qui vont être subir les conséquences du prochain cycle économique et de la prochaine réorientation de l'économie, ça va être les gens qui sont dans les situations intermédiaires. Quant au fait de savoir si on peut croître ou ne pas croître à l'infini, bon, on nous dit ça depuis 1800 à peu près. L'ouvrage de Malthus date de 1797. Donc, on nous le dit depuis 1797. Ouais, y a une question qui est la décroissance peut-elle être une piste de transformation? Mon Dieu. On nous le dit depuis 1797. C'est un secteur en croissance. Exactement. Robert Leblanc et puis un mot de Thibault. Oui, je voulais revenir sur la RSE de trois incidentes. D'abord dire quand même que cet engagement qui peut être pris au-delà des nécessités par des dirigeants engagés ne va pas contre l'intérêt économique de l'entreprise. On ne l'a pas dit, je trouve important de le souligner. Les fonds ISR, par exemple, chez Amundi, moi je suis administrateur d'Amundi, c'est un peu moins gros que BlackRock, mais il y a la même démarche. Les fonds ISR n'ont pas un rendement inférieur aux fonds non ISR, donc ISR, investissement socialement responsable. Donc la RSE n'est pas, qui peut être vue comme une obligation morale, n'est pas un handicap économique, c'est important de le dire. Deuxième chose, c'est que, Thibault, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, les PME peuvent s'y engager, et la CPME, bon, moi j'ai été engagé au MEDEF comme toi, la Confédération des petites et moyennes entreprises, voilà, des petites entreprises a fait une démarche quand même très originale de signer un accord avec les partenaires sociaux pour encourager ensuite les branches qui font partie de la CPME de décliner cet accord pour avoir des engagements RSE dans les PME, puisque eux, ce sont que des PME. Il y a beaucoup de PME au MEDEF, mais là, il n'y a que des PME. Donc, les PME ne sont pas étrangères à cette démarche, elles baignent dans le même bain. Leurs salariés ont les mêmes attentes. Une PME, ce n'est pas forcément que 3 personnes dans le magasin du coin. Et le sens à donner, tu parlais de la capacité des grandes entreprises de donner du sens parce qu'elles ont des moyens. Moi, je crois, au contraire, quand on observe, en général, la question du sens se pose plus dans des grandes entreprises où les sujets, les grandes décisions sont prises de beaucoup plus loin que dans des entreprises plus petites où le sens est quelque chose de vécu par tout le monde. Et juste un dernier mot sur la RSE, parce que ça, on ne l'a pas abordé, c'est les questions de gouvernance. Quand il y a eu le débat sur la commission Nota-Sénar et la loi Pacte, on a beaucoup parlé des parties prenantes et de leur implication dans la gouvernance. Oui. Et donc, je voulais juste dire un mot de ça, parce que c'est vraiment le prolongement de ce qu'on a dit sur la RSE. Moi, il me semble, et je le dis devant cet environnement du risk management, le pouvoir doit être lié à la prise de risque. Et de fait, historiquement, c'est ça. Quand les conseils d'administration sont formés par les actionnaires, c'est parce que ceux qui prennent des risques, les actionnaires qui mettent leur argent dans l'affaire, ils peuvent tout perdre si ça tourne mal. Le salarié, on peut dire, il peut perdre son job, mais il peut aller travailler ailleurs. Celui qui a mis ses économies dans l'entreprise qui fait faillite a tout perdu. Et donc, le pouvoir est à ceux qui prennent du risque. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans les débats, quand on a vu Antoine Frérot, président de Veolia, défendre des idées, on va dire, d'avant-garde, puisque c'est comme ça que progressiste, c'est le mot en cours en ce moment. C'est un mot que je n'aime pas parce que je considère c'est comme ça qu'on que ceux qui ne pensent pas comme moi sont forcément plus progressistes. Ouais. Et il allait jusqu'à dire, même mes clients devraient être à mon conseil d'administration. Et dans un cas comme Veolia, c'est un métier proche de ce que vous connaissez, que vous pratiquez, effectivement, on peut dire, le client de Veolia est dans une forme de dépendance. Le client d'E.ON n'est pas en forme de dépendance, puisqu'il y a d'autres courtiers. Le client de Veolia est un peu en forme de dépendance. Donc cette idée d'une prise de risque et à la dépendance pourrait justifier, je ne vais pas jusqu'au bout de son idée à lui, je laisse propriétaire de son idée, mais je crois que la clé, en tout cas de dire la gouvernance doit être confiée à ceux qui sont en risque. Alors les salariés sont un peu en risque dans certains cas et l'introduction des salariés dans les conseils n'est pas nouvelle. Les clients, peut-être chez Veolia, peut-être chez d'autres. Voilà, donc je trouve que c'est une clé de dire le risque est l'élément central de la prise de décision. Je voudrais qu'on finisse par pour essayer de répondre à 2 questions. La première, où ces fonctions doivent-elles être placées dans l'entreprise? À quel endroit? Dans quelle direction? Sous quelle autorité dans une entreprise? Quelle est votre réponse? Et 2,
Que vient faire le risk manager là-dedans? Est-ce que ça n'est pas justement une des fonctions qui devrait être accolée et même intégrée à la fonction du risk manager? Thibault. Alors, je vais essayer de répondre, mais surtout d'essayer d'expliquer les entreprises qui mettent en place une dynamique RSE, notamment dans les PME, dans les OTI. Je ne suis pas tout à fait certain que de passer un accord d'entreprise soit la méthode la plus pertinente pour mettre en place une politique RSE. Et j'ai envie de dire, c'est comme M. Jourdain, la RSE, chaque entrepreneur le fait à sa portée. Et la codification de la RSE va rendre complexe. Alors, et donc, où est-ce qu'on place, la RSE, si elle est de l'apanage du chef d'entreprise, on retombe dans un mécanisme paternaliste qui impose, alors avec la notion de management qui a été spécifiée, et par conséquent, ça ne peut pas fonctionner. Mais toutes les entreprises n'ont pas forcément un comité exécutif, un comité de direction, elles n'ont pas la possibilité de mettre en place des instances pour pouvoir le porter. Et donc, si ce n'est pas dans le dialogue social, c'est dans un rapport direct et franc avec les collaborateurs. Et je parle beaucoup des petites et moyennes entreprises qui s'expriment sur ce terrain-là. Pour ça que je ne suis pas tout à fait certain que la CPME qui a lancé une initiative heureuse pour initier se conclut par beaucoup d'accords parce que c'est technique et compliqué. Et je dis qu'il faut simplifier tout de même la vie dans l'entreprise des entrepreneurs. Et après, je rajouterai un point où je ne suis pas tout à fait d'accord sur la réalité de la marchandisation et de la commercialisation du salarié, qui, in fine, veut davantage d'entreprises, puisque le slasher qu'on a porté en exergue il y a maintenant quelques années au travers de l'auto-entrepreneur demande une requalification. C'est le cas d'Uber, c'est le cas de Uber Eats, c'est le cas de ces organisations qui finalement ne portent pas ce risque entrepreneurial et qui tentent à avoir une sécurisation au travers d'une problématique de requalification. Donc le risque, en tout cas pour répondre à la question, elle se situe de façon très globale dans un dialogue très ouvert avec les collaborateurs, pas forcément porté par un dialogue social structuré au travers de ces IRP. Hélène Valade. Aujourd'hui, la fonction RSE, elle est à 50% rattachée directement à la direction générale. Et les 50 autres % à part à peu près égale entre la DRH et l'environnement. L'idéal pour vous, c'est quoi? La stratégie. Et l'idéal, c'est aussi une gouvernance très transversale entre les différentes fonctions, avec d'ailleurs la direction financière qui est de plus en plus intéressée par ce type de sujet. Avec les risques managers, et le risque management. Il y a des liens extrêmement forts entre les deux fonctions, et dans les entreprises qui sont bien conduites du point de vue de la RSE, il y a des dialogues extrêmement forts entre ces deux fonctions. Je salue d'ailleurs le risk manager de Suez au passage. Et pour la PME, généralement, c'est le patron qui incarne la fonction RSE ou, et ça c'est très nouveau et c'est très intéressant, une fonction qui est mutualisée entre différentes PME sur un territoire donné. C'est la même personne qui se partage cette fonction entre plusieurs entreprises. Il n'a pas répondu. Je ne sais pas s'il est dans la salle, il est peut-être en train de sécher. Non, il n'est pas là, oui. Bon, écoutez, passons. Robert Leblanc, sur ces questions. Moi, je crois que ça concerne tout le monde. Ça doit se faire avec une association très large du personnel, mais l'initiative, comme pour beaucoup de choses, doit venir de ceux qui sont le plus en responsabilité. Je prends juste un exemple, l'accueil des handicapés. J'avais signé la tribune lancée par René Ricol. Donc, j'affiche que E.ON souhaite être très engagé. Je veux dire que c'est quand même un chemin assez long et compliqué de convaincre tout le monde dans l'entreprise que l'accueil des personnes en situation de handicap, je fais attention au vocabulaire, qui est important, est une cause qui doit mobiliser. Alors je ne dis pas qu'ils sont contre. Je dis que s'il n'y a pas quelqu'un qui est moteur pour le faire, ça ne va pas se faire tout seul. Et il y a tout un cheminement sur ce que ça peut représenter pour ceux qu'on accueillerait, ce que ça peut représenter pour ceux qui sont autour, et les moyens à mettre en œuvre, aussi conduire ceux qui ont un handicap caché, parce que ça existe, à le déclarer et à le vivre avec les autres. Donc tout ça, je crois que l'initiative, il ne faut pas s'interdire, quand on a une responsabilité, d'être quand même un peu plus à l'initiative que les autres. Mais ensuite, on avance avec tous les autres. Jean-Marc Daniel. Oui, sur le rapport de l'entreprise à sa responsabilité sociale, je ferai juste donc à titre de conclusion de remarque. La première remarque, c'est, je rappelle l'article de Milton Friedman en 70 qui disait que le but de l'entreprise c'est de faire du profit, ce qui n'empêche pas le chef d'entreprise à titre personnel de se comporter de façon tout à fait philanthropique. Et la deuxième chose, je pense, c'est que l'entreprise et beaucoup de gens sont persuadés que le consommateur attend d'avoir des produits qui soient des produits conformes à l'éthique, des produits. Or, ce qu'on constate quand même sur le terrain, c'est que
le consommateur il réclame beaucoup de pouvoir d'achat. Je vais prendre juste un exemple d'actualité. On a fait voter une loi alimentation, pour expliquer qu'il fallait favoriser un certain type d'agriculture et qu'il fallait maintenir des agriculteurs qui sont des agriculteurs qui constituent un élément clé de la politique d'aménagement du territoire. Or, vous avez en ce moment des réactions d'un certain nombre de gens en disant la conséquence de ça, c'est que les prix de l'alimentation augmentent. Augmentation des prix, bien sûr. Et donc, c'est de nouveau la partie la plus défavorisée de la population qui est mise à contribution pour des choses qui sont vécues par certains comme des foucades. Donc, je crois qu'il y a un véritable travail de présentation et véritablement d'explication de ce que l'on fait et de ne pas considérer que la RSE, c'est un acquis qui est partagé par tous, sauf quelques chefs d'entreprise cupides. Merci beaucoup. Raphaël Enthoven, je ne sais pas si je vais vous demander à quel endroit on doit rattacher la RSE de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que vous ayez... peut-être... Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Je voudrais juste dire un mot sur la situation de handicap, parce que vous vous êtes repris pour dire qu'il fallait le dire comme ça. Or, cette expression-là est fautive. Situation de handicap. Le handicap n'est pas une situation. Ce n'est pas un état temporaire. Le handicap, on en a pour la vie. Et l'expression elle-même est une sorte d'euphémisme ou de litote tendant à faire penser que votre handicap est soluble dans un aménagement de l'environnement. Genre, le jour où on aura tous les dispositifs autour, vous ne serez plus handicapé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La situation, au départ, l'expression est née de ça, est née du sentiment que le handicap allait magiquement disparaître le jour où on aurait tous les outils pour le combler. Ben non, non, il n'y a pas de situation de handicap, il y a du handicap. Derrière cette remarque, il y a une idée à laquelle qui me semble importante, qui est que l'intégration des handicapés dont vous parlez dans l'entreprise, les problèmes que ça pose, etc., beaucoup des problèmes qui sont liés, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais pourtant, je l'ai vu empiriquement, beaucoup des problèmes qui sont liés à l'intégration des handicapés dans l'entreprise viennent aussi du fait qu'on les juge comme étant en situation de handicap, justement, ou comme considérant que voilà, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, avec lesquels on est obligé de composer parce que la loi nous y oblige. Alors que c'est un monde à part entière, c'est ça que je veux dire, c'est un monde à part entière, il est une façon de regarder cet univers où chacun peut en bénéficier objectivement, positivement. Et le lexique a son importance dans cette perception des choses. Deux petites remarques sur le RSE. Ça n'est pas une valeur. La RSE, pardon, oui, c'est le RSA. Ça n'est pas une valeur. Ça n'est pas, ou le RMI. Ça n'est pas une valeur. Ça n'est pas la valeur qui lui donnera l'existence. C'est le calcul de l'intérêt. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Et il y a un élément, si vous voulez, on se dit souvent, le paradoxe d'une entreprise, c'est qu'elle est un peu séparée du monde par les moyens de sa maîtrise. Plus une entreprise prospère, moins elle est soucieuse au fond de la société où elle prospère. Donc nous sommes séparés du monde par les moyens qui nous permettent d'en bénéficier ou d'en jouir. Et l'une des façons de faire entrer le monde dans l'entreprise, paradoxalement, d'ouvrir l'entreprise comme on ouvre le cœur de quelqu'un, c'est la peur. Et je veux insister là-dessus. C'est très important d'avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Pas parce qu'on va mourir, non, mais parce qu'avant de mourir, on va très mal vivre si on ne se conduit pas mieux. Il faut avoir peur. Hans Jonas, le philosophe Hans Jonas, théorise ce qu'il appelle l'heuristique de la peur, et il explique que le citoyen moderne ne pourra se conduire responsablement, paradoxalement, que s'il est capable d'éprouver la peur, alors que toute sa vie consiste en général à conjurer la peur. Ayons peur collectivement. Alors, je vais terminer en formulant une question qui a été posée par SMS. Personne, disait quelqu'un qui avait formulé cette jolie question, personne n'a parlé du plaisir au travail. Eh bien, nous n'en avons pas parlé parce que nous l'avons montré au cours de cette table ronde. Et je vous demande d'applaudir tous ceux qui ont participé à cette table ronde. Merci Raphaël Enthoven, Robert Leblanc, Thibault Langsad, Hélène Valade et Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup.